Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francis Alain Guiton, je suis psychanalyste depuis quelques années, neuropsychologue, enseignant, chercheur à l'université de Nice, écrivain. Et surtout, je souhaite être témoin de mon temps, de mon époque, par le biais d'Internet. Pourquoi? Parce que je constate que nous vivons une époque de plus en plus problématique, de plus en plus troublée, soumise à des conditions de plus en plus difficiles à supporter pour le commun des mortels. Alors cette époque troublée suscite évidemment des réactions et est propice à la réflexion. C'est donc en tant que témoin réactif de mon temps que je souhaite m'exprimer par le biais du numérique, qui permet évidemment un échange, qui permet de créer une communication interactive, c'est l'intérêt du système, et c'est pour cette raison que j'ai choisi Facebook pour m'exprimer. L'écrit ne suffit plus, on sait très bien actuellement que le livre, que l'article de presse, que la presse écrite, que tous ces éléments-là sont des formes informationnelles qui, à mon avis, tendent à disparaître. Donc il reste pour réagir la parole, il reste l'image et le contact direct rendu possible par ce qu'on appelle l'éthique, les techniques d'information et de communication de notre époque. C'est donc avec plaisir que je donnerai mon image en pâture sur la vitrine Facebook d'une manière régulière. Déjà, cela confortera mon narcissisme identitaire surdimensionné. Non, je plaisante. Plus sérieusement, cela me permettra de donner un avis consultatif sur tous les sujets qui me passeront par la tête et qui pourront être abordés dans des thématiques très éclectiques, très diverses. Ainsi, nous parlerons de sujets d'ordre sociologique, ethnologique, anthropologique, ayant enseigné cette matière à mes étudiants il n'y a pas longtemps, psychologique, psychopathologique, sujets médicaux aussi, et même une partie qui me tient à cœur, c'est l'éthologie, parce que bon, j'ai côtoyé Boris Cyrulnik, j'ai apprécié ses travaux, et parce que j'aime aussi les animaux, et j'oublie un dernier point, c'est le point de vue écologique, puisque j'aime ma planète, et je souffre pour elle et pour ce qu'elle subit actuellement. C'est d'ailleurs ce dernier point qui sera au centre de notre première réflexion, parce qu'il coïncide avec mon dernier voyage au Vietnam. Alors je vais vous expliquer, je vais donner un titre à cette intervention, du moins, le syndrome de l'île de Pâques. Alors, beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de l'île de Pâques. Avant le 19e siècle, les navigateurs Gonzalez, Cook et La Pérouse, vous en avez entendu certainement parler, décrivent l'île comme étant boisée, et les fameux moaïs, vous savez, ces fameuses statues religieuses, étaient debout, au moment, donc avant le 19e siècle. Donc ces fameuses statues qui étaient vouées au culte, je le rappelle. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, d'autres navigateurs, Routledge, Métro, et un qui est un peu plus connu, c'est Thor Heyerdahl, qui a fait ses voyages en bateau, en papyrus, trouvent l'île, mais cette fois sans arbres. Et les fameux moaïs étaient renversés. Alors bien sûr, on a évoqué les séismes, les tsunamis, les guerres internes, cela n'explique pas la disparition des arbres. C'est pour cette raison que certains paléo-environnementalistes ont parlé de désastre écologique. Réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui s'est passé à l'île de Pâques? Ça veut dire que ni les Pasquanes qui venaient certainement du Chili et qui ont peuplé l'île, ni les Rapanouïs qui venaient certainement de la Polynésie de l'autre côté, ces deux ethnies n'ont pas pensé à planter des arbres, à préserver la forêt, pendant qu'ils les abattaient d'une manière effrénée. Ça veut dire qu'ils ont exploité la nature sans réfléchir à l'avenir, ni d'eux-mêmes, ni de leurs enfants. Ils ont eu une vision totalement à court terme, sans anticiper, une vision de profiteurs jusqu'au boutiste, sans penser un instant à la perspective d'une île déboisée, sans arbres, sans forêt. On serait tenté de dire que c'est un petit peu la caractéristique de l'homme dans sa grande majorité. Un profiteur, un exploitant, un utilisateur à vision courte qui est incapable d'anticiper, de prévoir, d'analyser les données de son futur immédiat. Alors je me mets dans la tête de cette dernière poignée d'hommes à l'île de Pâques, donc qui était devant le dernier arbre de l'île, et qui n'a même pas pensé à préserver une graine, un gland ou une branche à replanter pour que cela puisse repartir. Tout ça parce qu'ils étaient certainement préoccupés à l'idée de faire du feu, de s'alimenter pour le jour qu'ils passaient. À moins que ce soit la folie religieuse de ces hommes-là qui les ait poussés à faire le dernier holocauste, les yeux perdus vers le ciel en attendant un secours céleste. Alors pourquoi vous parlez de l'île de Pâques? Pourquoi ce rappel? Y a-t-il un rapport avec notre époque? Vous avez
fait, je pense, pour la plupart d'entre vous, déjà la connexion et vous établissez déjà le rapport et le sujet que je vais aborder avec vous. Je réponds aussi par la dernière expérience que j'ai eue. J'ai vu une grande ville d'Asie il y a quelque temps. Le mois dernier, j'étais à Ho Chi Minh, au Vietnam, donc l'ancienne Saigon. J'ai passé 3 jours dans cette ville, et il faut vous dire que dans cette ville-là, il est impossible de respirer. Les motos ont envahi l'espace, hein, les motos à essence, et les motos sont partout. Il n'y a plus de place pour les piétons, les motos utilisent les trottoirs, il y a peu de place pour les voitures, et il y a une pollution effroyable, impossible de respirer en ville. Alors en 3 jours, je me suis fait la totale, hein, une trachéo, une rhino, une laryngo, une broncho, bref, je ne pouvais plus parler, et il a fallu 3 jours au bord de mer, 200 km plus haut, au nord, pour retrouver ma voix. Alors je me pose la question. Combien de bronchiolites chez tous ces nourrissons naissants à Ho Chi Minh? Combien de pneumonies chroniques chez ces commerçants de rue que j'ai vus, que je voyais tous les jours, qui vivent de leur étal chaque jour et qui n'ont pas d'autre solution? Combien d'espérances de vie écourtées par la folie des hommes qui n'anticipent pas, qui ne prévoient pas, qui n'évaluent pas les dommages terribles envisageables dans quelques années? Car ce qu'on se constate sur place, c'est que le commerce des motos se porte à ravir. Les boutiques prospèrent, ils proposent des publicités alléchantes avec des plans de crédit et puis des belles mécaniques en vitrine. Donc on est toujours dans ce cercle-là. Jusqu'à quand? Avant qu'on puisse proposer, avant qu'on puisse imposer ce qu'il faudrait, la solution, des moteurs électriques non polluants. Combien faudra-t-il de gens sacrifiés sur l'autel du modernisme aveugle et non réfléchi, sur l'autel du commerce international, de la cupidité aveugle, avant de trouver une solution sage et écologique? Et j'en reviens au responsable principal finalement, et je pense aussi à l'île de Pâques et au dernier arbre, l'homme. L'homme, dans sa grande majorité, qui n'anticipe pas, l'homme qui ne réfléchit pas, l'homme qui ne pense pas à son futur, à celui de sa progéniture, et qui est soumis à la réalité quotidienne. C'est vrai, cette réalité est dure, elle est imposée. Survivre, hein, survivre ce jour, nourrir sa famille, lui et toute sa progéniture. Je pense à cet artisan local à Ho Chi Minh, il doit vendre ses produits artisanaux. Aujourd'hui, il doit se faire son chiffre d'affaires de la journée, avec ça il va se nourrir. Il est dans cette rue chargée d'oxyde de carbone, car il faut ramener la recette à tout prix. Après, il va terminer sa journée, et il va prendre évidemment sa moto, il va regagner son home, et retrouver sa famille avec l'argent qu'il aura gagné dans la journée. Donc il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Vous avez compris qu'on va dans ce cas, dans le cas des grandes villes asiatiques, que ce soit Saigon, que ce soit Phnom Penh, que ce soit Bangkok, mais aussi New Delhi, Bombay, Calcutta, et dans un degré moindre, Shanghai, Hong Kong et Pékin, parce que je sais que maintenant que la Chine fait de gros efforts pour traiter le problème, mais on est en face d'un vaste problème, et la vie humaine, le respect de la vie humaine, n'est pas un facteur prépondérant pour empêcher cela. Les bronchiolites des bébés ne sont pas des arguments suffisamment importants pour changer les réalités économiques. Et pour transformer ce mercantilisme et cette cupidité humaine en ce que j'appelle volontiers l'empathie constructive. Et je reviendrai sur cette expression, l'empathie constructive, parce que j'aime cette formulation. Il n'y a que le rapport de force avec la nature et des hécatombes spectaculaires qui, hélas, pourront modifier le comportement humain dans ces cas précis. Et nous allons vers ces hécatombes spectaculaires si nous ne faisons rien. Le stade du dernier arbre va-t-il arriver avant ou après une solution raisonnable, ciblée et réfléchie, qui se doit être dans le cas des grandes villes, les grandes villes asiatiques, je pense surtout, mais ça s'applique aussi à l'Amérique du Sud. Cette solution, elle sera forcément écologique, à savoir précisément une moto électrique dans ce cas précis. Et cette question se pose, hélas, pour quantité d'autres problématiques de notre planète. Réfléchissez un instant, vous allez certainement trouver des centaines d'applications, mais va-t-on attendre de regarder dans les yeux bleus du dernier tigre du Bengale? Va-t-on visiter le dernier massif de corail du Pacifique? Ou de photographier le dernier îlot de banquise au pôle? Est-ce qu'on prend conscience de la réalité de notre époque? Est-ce qu'une solution surgira avant que notre planète se meure et que la race humaine achève son autodestruction dévastatrice suite à son absence d'auto-anticipation et de ce que j'ai appelé l'empathie constructive? L'avenir proche répondra forcément à cette question du dernier arbre de l'île de Pâques.
prochaine fois.